Merci beaucoup pour votre intervention. Donc vous nous avez justement expliqué la différence avec les autres conventions qu'on a pu avoir tout au long de cette formation de la force de l'histoire, où justement on retrouvait plutôt des violences physiques, alors qu'ici on a, comme vous l'avez très justement dit, une violence intellectuelle. Si aujourd'hui on ne se pose pas nécessairement la question de l'adaptabilité au sein de la ville, on la retrouve justement au sein des critiques qui révèlent justement une crise aussi bien de l'intelligibilité, mais aussi une crise de l'adaptabilité. Le bouleversement de la vie urbaine provoque alors un intérêt certain pour les cinéastes qui capturent justement des scènes aussi bien réelles que des scènes qui sont plus mises en scène, révélant notamment le développement et l'intensification du trafic sans toutefois remettre en cause les déplacements traditionnels. Les films traduisent également la peur des Berlinois qui appuie la peur des Berlinois quant aux accidents de la route, mais alors la signalisation urbaine berlinoise adaptée aux logiques communes de l'Europe tout en conservant les particularités allemandes. Et enfin, vous allez terminer votre présentation en posant la question de l'adaptabilité citadine. Sans plus attendre, je vais laisser Mathis pour ouvrir le débat. Bonjour. Alors déjà, avant de le débat, j'aimerais préciser que comme on a un petit peu dépassé le temps, on va laisser qu'un quart d'heure de questions. Et donc je vais commencer tout de suite par ouvrir le débat. Alors moi, c'est par rapport à votre première partie, quand on a parlé un petit peu presque d'un choc culturel finalement au sein de la ville. Et enfin, moi, ça m'a fait tout de suite penser au nazisme, parce que quand on avait dans cette idéologie cette espèce de retour à la nature, le bon allemand, c'est l'allemand qui est le marien qui est près de la campagne, il y a aussi presque ce retour au païen finalement de l'Antiquité. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que c'est un petit peu une forme de réaction finalement face à tout ça, est-ce qu'il y aurait à dire? Alors oui, incontestablement, le nazisme peut être interprété comme une certaine réponse à ces problèmes posés par la modernisation. Je disais qu'il y avait au fond dans le rapport des Allemands à la modernité un ensemble d'interrogations qu'on pouvait qualifier de prospectives. Je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Il y a dans le débat public allemand pendant une trentaine, quarantaine d'années une vraie interrogation sur quel doit être l'avenir de l'Allemagne. C'est une interrogation ouverte, c'est-à-dire qu'il y a évidemment dans le débat public quantité de personnes qui estiment qu'on ne reviendra pas en arrière d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'opérera pas une nouvelle révolution des manières d'organiser la répartition des individus dans l'espace à la fois physique et social, mais vous avez quantité, bien sûr, d'intellectuels, d'universitaires, d'artistes qui prennent position et qui estiment que d'autres mondes sont possibles, à l'évidence. D'ailleurs, par analogie, aujourd'hui, on pourrait dire la même chose, c'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours quelque chose de très ouvert dans les débats et ce rapport un peu prospectif à ces phénomènes, il permet de comprendre que le nazisme est effectivement une réponse possible, alors de type évidemment réactive, négative. Les nazis imaginent qu'ils peuvent construire un monde radicalement différent. Il y a, au moment de la guerre d'expansion que mènent les nazis à l'Est, une grande exposition qui est montée sur la planification des territoires conquis à l'Est et qui donne une image très claire de ce que les nazis envisagent de faire dans ces territoires conquis. Et on a effectivement des modes d'organisation des territoires qui ne sont pas métropolitains, à l'évidence. Ils ne sont pas métropolitains. D'ailleurs, les nazis eux-mêmes vont initier des programmes économiques de désindustrialisation de Berlin à partir de 1936 qui laissent à croire qu'effectivement, on peut changer cet état de choses. À l'évidence, le nazisme peut être vu comme une réaction à cela, comme le mouvement agrarien et le mouvement politique. Et toute la nébuleuse écologique, de ce point de vue-là, s'inscrit aussi dans cette réaction, avec beaucoup d'ambivalence d'ailleurs. Tout le mouvement qu'on appelle Lebensreform en Allemagne, qui naît au tournant du 19e siècle, réforme de la vie, c'est un mouvement qui, d'une certaine façon, est porté par des associations, des gens
qui ne veulent pas se résoudre au fond à accepter cet état de choses, qui imaginent que d'autres mondes sont possibles, et qui l'expérimentent d'ailleurs, hein, qui créent des colonies agraires où on va manger végétarien, où on va renouer avec la nature. Alors, en général, ces colonies sont souvent situées non loin des grandes villes pour des raisons fonctionnelles, mais à l'évidence, oui, c'est une réponse possible. Je me suis demandé s'il existait un discours géographique à l'inverse de la modernité berlinoise qui vanterait le machinisme, la rapidité, la marche de l'histoire. Et si oui, par qui est-il porté? Je pense notamment à Marinetti et son manifeste du futurisme en 1909. Oui, absolument. Les prises de position sont extrêmement polarisées. Vous avez, de même que vous avez un flot de critiques extrêmement nourri à l'égard de ces phénomènes de modernisation, vous avez dans le débat quantité d'artistes ou d'intellectuels qui au contraire valorisent ces phénomènes de modernisation. Vous avez même des querelles littéraires et artistiques qui se jouent sur ces sujets. Vous avez une querelle très connue autour de Berlin au milieu des années 20 qui oppose ceux qu'on va appeler les Asphaltdichter, les poètes de l'asphalte, ceux qui donc, voilà, par leur art littéraire magnifient la poésie de ces espaces métropolitains modernes que symbolise l'asphalte, et au contraire ceux qui vont contradictoirement exalter le retour à la nature, la Heimat, etc. Et donc ça, c'est une querelle littéraire, critique, qui est assez violente, d'ailleurs assez virulente, qui a duré quelques années à la fin des années 20 en Allemagne. On a effectivement, toutes les positions sont représentées. J'ai beaucoup parlé de la nébuleuse réformatrice. La nébuleuse réformatrice, elle est elle-même très ambivalente, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il ne faut pas non plus se résoudre à l'état de choses tel qu'il est, parce que de fait, il y a des problèmes à résoudre. Donc on veut corriger l'état de fait, d'une certaine façon, pour l'améliorer, pour le transformer. Et au sein de cette nébuleuse réformatrice, vous avez des prises de position qui sont parfois très contradictoires. Certains ont une vision plutôt progressiste, raisonnent en termes de perfectibilité des individus. D'autres raisonnent plutôt en termes de disciplinarisation. Et donc toutes ces choses-là s'articulent ou non dans les débats, dans les politiques, de façon parfois très contradictoire. Bonsoir. Je voulais savoir si certaines grandes villes allemandes telles que Cologne se développent sur le même modèle que Berlin, ou au contraire si elles cherchent à éviter les conséquences négatives qu'il y avait sur ses habitants, comme les répercussions psychologiques. Alors, ça c'est un point important, parce qu'en fait, il y a entre Berlin et les autres grandes villes allemandes une différence qui n'est pas seulement une différence de degré, mais qui est une différence de nature. Donc il y a à la fois, dans tout ce que j'ai essayé d'analyser, des choses qu'on va retrouver dans les autres grandes villes allemandes, dont Cologne, mais il y a aussi des choses qui sont plus spécifiques. Parce que Berlin c'est pas seulement, ou c'est peut-être même pas tout à fait ce qu'on appelle une Großstadt. On ne peut pas comparer Berlin à Munich, Cologne, Francfort, qui sont néanmoins des grandes villes. Berlin en 1920, c'est 4 millions d'habitants. Cologne, c'est de mémoire 370 000 habitants. Non, un peu plus, excusez-moi. C'est 580. Les 580, c'était la population berlinoise à la veille de l'accélération de la croissance urbaine allemande. Donc il y a un saut d'échelle à Berlin. C'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé le terme très grande ville, pour la distinguer précisément de la grande ville. Donc il y a à la fois des phénomènes qui sont évidemment communs, mais il y a aussi des différences de nature. Ça, je crois que c'est important de bien marquer cette différence. Ensuite, incontestablement, les politiques qui sont menées dans les autres grandes villes allemandes relèvent un peu des mêmes ressorts, des mêmes objectifs, et procèdent de la même volonté, au fond, de favoriser en fait cette acclimatation, cette adaptation de la ville à ses habitants, ou des habitants à ses villes. Bonsoir, j'avais juste une question très courte. Vous parlez de l'anonymat berlinois dû à la métropolisation. Je voulais savoir, en fait, est-ce qu'il existait des structures plus permanentes qui permettaient en fait aux migrants, comme le quartier, de permettre notamment de se créer des repères? Alors, c'est une très bonne question, parce que de fait, les grands concepts, les grandes catégories forgées par la sociologie, et notamment
ces deux concepts antinomiques, société, communauté, forgés par Tönnies, qui sont très structurants dans le débat allemand, masquent en fait quantité de réalités qui sont en fait beaucoup plus hybrides, si vous voulez. D'abord, il y a une chose que les gens qui ont travaillé sur les phénomènes de migration rurale vers les villes ont noté, c'est l'importance de ce qu'on appelle les migrations aller-retour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une phase de la croissance explosive des villes en Allemagne qui est en quelque sorte alimentée par un exode rural, mais qui n'est pas un exode, qui n'est pas un aller sans retour. Il y a des migrations qu'on va appeler des migrations saisonnières, qui ont joué un rôle important et qui montrent qu'effectivement, pour le migrant rural, on conserve plus qu'une attache avec le village d'origine, on conserve une sorte de lien qui est alimenté, construit par une sorte de saisonnalité et de double vie, en fait, de double lieu d'inscription. Bon, alors les choses finissent par, bien sûr, s'effacer lentement. Mais donc il y a ce phénomène-là qui est très important. Ensuite, alors je ne suis pas expert de cette question-là, mais incontestablement, à l'échelle d'une ville millionnaire comme Berlin, 4 millions d'habitants en 1920, il est clair que il y a des structures de type, pour utiliser le vocabulaire de Tönnies, de type communautaire qui se reforment à l'intérieur de la ville. Alors, est-ce que c'est l'échelle du quartier? Est-ce que c'est une échelle plus réduite? Bon, je ne peux pas vous répondre aussi précisément, mais à l'évidence, ces phénomènes-là s'observent et existent. Et donc, au fond, on oppose souvent en Allemagne, aux années 20, les villes et les campagnes, disons, les grandes villes et les campagnes, comme deux Allemagnes en quelque sorte qui se font face et qui se regardent un peu en chien de faïence. Globalement, c'est assez juste, mais cela ne doit pas nous conduire à négliger cet autre aspect, c'est que ces Allemagnes, elles cohabitent aussi dans ces espaces. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Dans ce cas, je pense que je vais poser une dernière question qui fera un peu d'ouverture. Du coup, je me demandais par rapport, on a vu que cette crise de la modernité, pour reprendre le titre, s'est déroulée dans un moment où il y avait une industrialisation de l'Allemagne, justement. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, il y a dans certains pays qui s'industrialiseraient actuellement des phénomènes de crise de modernité dans certaines villes qui seraient alors, oui, alors la réponse est oui. L'historien est toujours un peu, comment dire, prudent quand il s'agit de tisser comme ça des analogies, des comparaisons entre les époques historiques et a fortiori avec le temps présent, mais je pense qu'en fait la comparaison, la réflexion en termes de comparaison fait sens. On pourrait, et ce serait un prolongement bien sûr utile et intéressant de ce type de recherche, on pourrait regarder d'autres périodes et d'autres lieux frappés par ce type d'explosion urbaine, c'est-à-dire de bouleversement dans un laps de temps assez court, des structures matérielles, des structures de peuplement. Je pense ici à, par exemple, l'explosion urbaine qu'a connue une ville comme Riyad dans les années 70 et qu'on pourrait mettre en relation avec le développement du salafisme. Certains chercheurs l'ont fait d'ailleurs, ce rapprochement, de la même façon que vous suggériez là le rapprochement entre des idéologies radicales antimodernes telles que le nazisme avec ces phénomènes d'explosion urbaine, enfin de modernisation accélérée. D'une façon générale, aujourd'hui, je pense qu'on vit des mutations qui sont aussi des transformations qui sont assez radicales, même si les phénomènes urbains, pour ce qui concerne la France, le monde occidental, sont beaucoup plus atténués, puisqu'en fait, nous vivons dans des pays urbanisés en profondeur, et donc on ne connaît plus ces phénomènes d'explosion urbaine. En revanche, en Afrique, en Asie du Sud-Est, on a des phénomènes comparables, et il y a fort à parier que, bien sûr, ce qu'on pourrait appeler un peu simplement les systèmes idéologiques réagissent aussi à ça, incontestablement. Merci. La dernière séance du cycle Révolte et Révolution est maintenant close, et avec elle la saison 2018-2019 de la Forge de l'Histoire.
Nous remercions Monsieur Fudesseri pour sa présence aujourd'hui et pour son intervention. Nous remercions aussi le département Histoire de l'UHA et Novatrice, mais aussi les professeurs encadrants et tous les étudiants de L3 et de M1 qui ont participé à l'organisation et à la mise en place en fait, de ce cycle tout au long de l'année. Nous vous informons par ailleurs que le dispositif de la Forge de l'Histoire sera très probablement renouvelé l'année prochaine, un peu modifié, en intégrant des lycéens en plus des étudiants, donc ce sera une forme un peu nouvelle. Et nous vous invitons dès maintenant à un petit moment convivial en bas en fait. Voilà, nous vous remercions enfin l'auditoire de votre présence nombreuse ce soir.